On m'a confié une nouvelle mission. Regardez cette caisse. Jaguar bondissant, cuir et boiserie, la classe. Moteur c'est pas hybride, c'est V12. Et quel V12? Une machine exceptionnelle qui est capote. Achat, puis trajet retour, moteur serré. Il a plus jamais voulu tourner. Mais c'est pas grave, y en a un autre. Capot démonté, on dirait un capot de 4L. Menaçante. Le livre Heinz me dit quoi faire. Vidange liquide de refroidissement, traverse supérieure, condenseur de climatisation, radiateur moteur, ventilateur moteur et sa courroie. Ventilateur électrique, vidange d'huile moteur, rouge foncé avec des grumeaux. Admission d'air, gauche, droite et les vieux filtres. Boîte à air, vase d'expansion, courroie et pompe de direction assistée, compresseur de clim, collecteur d'échappement, gauche, droite, tendeur de courroie, durite d'eau, conduite de vide, rampe d'injecteur, conduite d'eau entre les culasses, un autre tendeur de courroie et alternateur, poulie d'entraînement, collecteur d'admission, faisceau électrique, tête de distributeur d'allumage, bobine, faisceau d'injecteur, conduite d'échappement, droite, gauche, baguette et pare-choc avant. Radiateur d'huile moteur, je remets les roues à gauche et à droite, vire les chandelles et descends la voiture. J'attache la chèvre et le moteur se lève tout doucement. Check vite fait là où ça cogne, décoince ce qui doit l'être et recule tout doucement. Quel morceau! Il est énorme, c'est magnifique, une vraie cathédrale. J'ai désolidarisé la boîte, la voiture, vidée, 5 jours de boulot. J'ai pris en photo chaque prise que j'ai débranchée et chaque truc que j'ai démonté. Mesuré chaque objet à remplacer et commandé. Kit de durite d'injecteur, feuille à joint, durite d'eau, 12 bougies, des courroies, butée de suspension de boîte, palier de barre anti-roulis, des olives d'échappement, joint de boîte de vitesse, 2 thermostats, les demi-lunes, le joint de cache-culbuteur, la visserie, des durites renforcées de différents diamètres. On en reparle plus tard, tout a été filmé. Démonter un moteur c'est bien, c'est plein de 40 ans de crasse ici. Gratte à la spatule, frotte au white spirit et sèche au chiffon. À recommencer autant de fois nécessaire, jusqu'au clean. Voici le moteur HS que j'ai sorti de la voiture. Et celui d'occasion, censé être fonctionnel. Enfin, j'espère. Mince, le trépied a tourné. J'ai démonté les couvre-classes sur les deux moteurs. L'ancien moteur a surchauffé, il a serré, il est dur à tourner. Les arbres à cam sont correctement entraînés par la chaîne. Le nouveau moteur tourne beaucoup plus facilement, c'est super. Le système de tension de chaîne est bien en place, les arbres à cam sont propres. Remarque, même sur l'ancien, ils sont pas si mal. J'enlève l'ancienne pâte à joint bleue, nettoyant frein, je dégraisse parfaitement la surface, culasse et couvre-culasse. Voici les joints demi-lune, on voit bien la différence entre l'ancien et le nouveau. Ça rentre nickel. J'applique un voile de pâte à joint sur le couvre-culasse et sur le porte-arbre à cam. J'installe le joint, fais prendre, approche et enfin serre les vis. Le moteur est maintenant refermé. Je vais pouvoir le nettoyer sans contaminer la mécanique. Gratte, frotte, rince, sèche. Là, j'aurais aimé avoir un Karcher eau chaude. J'ai passé toute la journée à faire ça. Avec de l'eau, des cristaux de soude, et encore de l'eau, et encore des cristaux de soude, et encore de l'eau. Maintenant, il est si propre qu'on peut manger dessus. C'est pas des blagues. Sur les moteurs, on a un reniflard. Il relie le carter d'huile à l'admission d'air. Cela maintient le carter d'huile en dépression constante et diminue grandement les fuites d'huile. Il y a un petit filtre entre l'admission et le carter qui doit être débouché. Je l'ai laissé tremper dans du jus d'ananas, chauffer, souffler. Il est pas bouché du tout. On voit même le jour au travers. J'ai remonté cette poulie et la pompe à eau qui tourne avec un peu de résistance et n'a pas de jeu. Elle a pour but de faire circuler l'eau autour des cylindres et culasses où elle va chauffer et du radiateur où elle va se refroidir. Il y a une pipe d'eau qui va là. Elle est équipée d'un thermocontact, un interrupteur qui ferme au-delà d'une certaine température. Il alimente le ventilateur électrique derrière le radiateur en cas de grosse chaleur. Pour vérifier son fonctionnement, multimètre en mode ohmmètre. S'il y a contact, ça sonne. Je connecte, il n'y a pas contact. Je le chauffe. Il y a contact. Je le refroidis. Il n'y a plus contact. Il est validé. Maintenant j'ai des thermostats. Il y en a 2 sur ce moteur. Leur rôle est d'empêcher l'eau de circuler dans le radiateur en dessous d'une certaine température. Moteur chaud, il se dilate et ouvre le passage. Un voile de pâte à joint de chaque côté, les vis tiennent le joint en place et je redémonte. En effet, il faut s'assurer d'avoir positionné le petit trou vers le haut. Celui-ci servira à l'évacuation de l'air lors du remplissage. Voilà. Collecteur d'échappement. Pas assez de force avec une seule clé pour enlever le bouclier thermique. Voilà l'astuce. Mais WD quand même. Et je le fais aller d'avant en arrière pour faire pénétrer l'huile. Pareil de l'autre côté, mais il résiste. Je sens que ça force, donc je chauffe. WD, péteuse, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Mince, plus de batterie. Une nouvelle et ça vient direct. Voilà, il vaut toujours mieux passer 15 minutes à débloquer doucement une vis rouillée que de passer 45 minutes à en extraire une cassée. Les collecteurs se laissent faire, c'est une très bonne nouvelle.
Sur le nouveau moteur, j'ai ces deux pièces. Monté avec un joint cuivre, voici l'émetteur de pression d'huile pour l'indicateur à aiguille. Il suinte sur le dessus. J'y adapte un bout de durite, balance la pression et on voit que le capteur de pression laisse passer la pression. Et voici l'interrupteur de pression d'huile. Lui, il sert à éteindre le voyant d'alerte. Celui-ci ne fuit pas. Il est validé pour ce moteur. Sur l'autre moteur, j'ai les deux mêmes pièces. Et cette fois-ci, l'émetteur de pression ne fuit pas. Et c'est l'interrupteur de pression qui fuit. Si ça, c'est pas de la chance, je vais en faire un avec deux. On voit ici le tube qui emmène l'huile sous pression au capteur. Il se divise en deux pour lubrifier les culasses. Il est très inaccessible une fois le moteur remis en place. Je vais remplacer ces joints. Je gratte les plans de joints jusqu'à lisse, je nettoie, joint neuf, trouve la clé, trop grosse, trop petite. Ah, enfin, je serre juste assez pour que le cuivre soit un peu écrasé. Je sors le tuyau, c'est des raccords banjo. L'huile passe par le milieu, sort par le trou et file dans le tuyau, qui sont assemblés par brasure sur ce raccord. Je les souffle, m'assure de leur propreté, gratte chaque plan de joint. Les raccords sont propres, avec un joint cuivre de chaque côté, et ce sur chaque vis, je suis bon pour tout approcher et tout serrer. Je maintiens le tuyau pour éviter qu'il ne soit en contact avec le bloc. Ok, tout est serré. Regardez ces durites qui ont 40 ans. Raides, juste en les tordant, elles se déchirent. Ok, c'est un tube de 6 mm. Je redécoupe deux morceaux neufs et réinstalle. Là, c'est souple. Collecteur d'échappement, un écrou, deuxième que je serre sur le premier et je peux dévisser le goujon. Décoincer le contre-écrou et j'ai fait ça partout pour enlever chaque goujon. Je peux nettoyer avec un dos de lame de scie à métaux, un dos de lame de cutter, une alternance papier à poncer cutter pour les taches tenaces. Là, c'est bien propre et lisse. Il a fallu faire ça 12 fois, 24 fois en comptant les collecteurs. Par contre, j'ai trouvé une super technique pour nettoyer la visserie. Trempage au white spirit, shaker mixologue, j'égoutte. Mince. Et ma visserie est toute propre. Je souffle chaque conduite et chaque trou de goujon et les réinstalle un par un. Contre-écrou, pour ceux qui ne vont pas au bout, à la main. Un dernier nettoyage, un voile de pâte de montage d'échappement de chaque côté de mes joints. Je réinstalle et serre mes collecteurs. C'est clean, j'aime ce que je vois. Par chaleur tout clean, je remonte. Sur l'ancien moteur, jetons un coup d'œil au distributeur d'allumage. Ce doigt, rotor, tourne avec le moteur. Il est coiffé d'une tête qui distribue aux différentes bougies, selon la position du rotor, l'étincelle, provenant de la bobine, qui arrive au milieu. Selon la charge du moteur, et donc de la dépression à l'admission, on fait varier l'instant où on allume. C'est pour cela que l'on voit quelque chose bouger quand j'aspire dans cette capsule. Rastafari, yeah man. Sur le nouveau moteur, j'enlève la tête, le doigt, le plastique terni, et quand j'aspire dans la capsule, il ne se passe rien. Elle est dead. Sur l'ancien, basiquement, l'étincelle est déclenchée quand ce picot arrive en face de ce capteur. En décalant le capteur, on décale ce moment. Au remontage, il y a tout un tas d'instructions à suivre pour caler ça correctement. Position du moteur, position du doigt, etc. Je vais donc faire tourner mon moteur à la position de réglage et marquer que c'est ce picot qui est en face du capteur. Le doigt est en face du 1A, premier cylindre de la culasse A. Allez, c'est parti, je débloque les vis et sors mon allumeur complet. Il est entraîné par un pignon pris sur un arbre intermédiaire. Ce moteur a beau être HS, je bouge quand même le trou. Je vais continuer le démontage. Un anneau élastique, puis je tape sur l'axe au maillet et maintenant la roue dentée. Ça tourne bien, le passe-câble, la platine porte-capteur. Encore quelques vis et j'accède au mécanisme centrifuge. Lui règle l'avance à l'allumage en fonction de la vitesse du moteur en décalant la roue dentée. Les maslots s'écartent et les axes se décalent. J'ai nettoyé et lubrifié à l'huile synthétique et je remonte tout ça avant de perdre des morceaux. Et regardez ce joint qui a 40 ans. Allez hop, un œuf, nettoyage, contrôle le serrage des vis qui seront bientôt inaccessibles et réinstalle. Mon moteur est calé en bas, ma roue dentée n'arrive pas en face. Je me dis que c'est sûrement mon pignon qui est décalé d'une dent. Et effectivement, c'était le cas. Là, c'est nickel, j'ai la plage de réglage idéale. J'ai calé bien en face et tout remonté. Alright, en bas maintenant. Je démonte la poulie, le cône interface et les clavettes pour ne pas les perdre. Parce que je dois remplacer ce joint. Il y a des encoches pour faire levier. Ça marche pas. Je vais percer en soufflant pour évacuer les copeaux. Ah, et celui du bas, j'ai cassé mon foret. Mince. Je cale des vis à bois dans les trous et tout doucement, je sors le joint spi. Casser un foret pour rien, 2 vis suffisaient. Le joint vient avec une bague solidaire de l'arbre, remplaçable en cas d'usure. Nettoyage. Je peux installer un joint neuf qui a un tour métallique, donc il supporte d'être gentiment tapé. Comme ça, c'est mieux. Quand le bruit des coups devient plus aigu, c'est qu'il est calé au fond. Il porte de la même façon sur tout le tour. Je peux souffler, enduire ma bague d'huile, la réinstaller, ainsi que le reste.
Le joint est changé, j'ai bloqué le volant moteur avec une pincetto, pas forcément recommandé, mais ça a suffi pour bloquer la vis de poulie fort et sans faire de dégâts. Sur l'ancien moteur, je récupère la tourelle d'accélérateur. Une belle pièce, avec un potentiomètre qui renseigne au calculateur la position de l'accélérateur. L'ancien V12 serré est désormais complètement nu. Plus rien à récupérer dessus. Votre honneur, je vous salue pour votre service et pour votre sacrifice. Bye bye. Allez, la boîte auto. Elle pèse un âne mort. J'enlève cette clé plate qui a empêché le convertisseur de couple de tomber. Il tourne avec le moteur et joue le rôle d'un embrayage fluide. Le moteur n'est jamais relié solidement à la boîte, mais la puissance passe quand même grâce à son couple, pompe, turbine et l'huile qu'il contient. Je le retire. On voit le fluide à l'intérieur. Et les différents axes qu'il relie à la boîte. Un fixe, un rotatif pour la puissance transmise par le fluide, et également des créneaux solidaires du volant moteur, car la boîte doit être alimentée en rotation à chaque instant pour que sa pompe puisse fonctionner. Là, je veux juste remplacer le joint speed boîte, je l'écarte avec une lame, puis avec un tournevis et une pince, comme une boîte de conserve, et il sort. Je nettoie et réinstalle doucement le neuf. Ok, de l'huile de boîte sur les surfaces, 1, 2, 3 engagements, le convertisseur est installé. J'ai strap des chaînes sur le dos de la boîte, et damn, au démontage j'ai réussi à la porter tout seul, et là j'y arrive plus du tout, what the fuck. J'ai demandé l'aide d'un ami, et je strappe le moteur à la chèvre. Je peux le lever pour le mettre en face de la boîte. En douceur, ça s'aligne. Et je commence à faire prendre les vis, que je serre doucement en secouant l'ensemble, comme ça tout s'aligne comme il faut. J'ai refait tout le tour de la boîte, puis bloqué les vis hors caméra. Et là, vous voyez le convertisseur de couple, il n'est pas relié au volant moteur. Il y a des vis à installer en passant par ce trou-là. Des vis qui doivent être freinées au frein filet moyen. Je mets une vis, je tourne, je mets une vis, je tourne, je mets une vis, je tourne. Je bloque une vis, je tourne, je bloque une vis, je tourne, etc., etc. Moteur et boîte reliés. J'installe les conduites permettant à l'huile de boîte d'aller se refroidir dans le radiateur à l'avant. Et je commence à réinstaller les faisceaux électriques. Isolant tissu d'époque qui se barre, les gaines non conformes, je refais ça au propre. Contrôle et rebranche chaque prise dont je suis absolument sûr et certain. Par exemple, ce fil électrique signale à la boîte le kickdown, la mise du pied au plancher. Et d'ailleurs, en parlant d'inaccessible, je vais faire quelques trucs dans cette zone-là. Je démonte cette durite de chauffage, elle permet de chauffer l'habitacle grâce à un petit radiateur monté à l'intérieur de la voiture. Le caoutchouc est vieux de 40 ans. C'est encore étanche, mais ça va bientôt péter. J'ai mes nouvelles durites en silicone, je graisse l'intérieur pour faciliter les prochains démontages, et je réinstalle avec les colliers. Là, je raccroche la plaque d'isolation dont les rivets ont sauté. Ici, j'ai mes paliers de barre anti-roulis, ils sont montés complètement de travers. J'en ai des nouveaux que je réinstalle. Oh, truc de ouf, je suis un moteur. Et voilà, c'est fini. What's up? Ensuite, j'ai calé le V12 sur des bouts de bois pour déposer le carter inférieur d'huile. Eh bien, quand je vois tout ça, franchement, je regrette pas. Nettoyage, c'est bien mieux. Et j'ai cette tôle en métal aussi, avec des côtés. Au milieu de tout ça, cet entonnoir inversé, c'est la crépine. C'est par là que la pompe à huile aspire l'huile. La grille de la crépine n'est pas obstruée, c'est nickel. Et regardez qui est là, l'extrémité de la jauge à huile. Pourquoi ce rond dans le fond du carter? Et pourquoi ces parois sur la plaque? C'est tout simplement pour qu'en cas de grosse accélération, l'huile n'aille pas trop sur les côtés du carter et qu'il en reste dans la zone d'aspiration. En faisant ça, on évite le déjaugeage. Le carter supérieur est parfaitement dégraissé. Je remonte la plaque anti-déjaugeage et je dégraisse le carter inférieur car je vais le monter à la pâte à joint. Je sais, d'origine c'est monté avec un joint en liège, qui a une tendance naturelle à fuir. Mais la pâte à joint, dans cette situation, c'est idéal. Regardez ce Opel Agila. C'est moi qui l'ai remonté ce carter. Métal sur alu, pas une goutte qui fuit. Tiens, par contre, j'ai ma pompe à eau qui fuit. Mince. Allez hop, retour sur la Jaguar. Petite couche, un demi-millimètre de pâte à joint. J'approche doucement et serre sûrement. Réinstalle démarreur, support de jauge d'huile de boîte. Et voyons voir, mais qu'est-ce que je fais là? Le moteur dans la voiture? Déjà? Mais c'est ouf! Oh nom 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 nom, la Jaguar mange le V12. Les pieds de la chèvre tapent dans la suspension. Je lève et avance. On est pas mal. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. J'utilise un cri à l'arrière pour contrôler la hauteur du moteur avec précision et on y va. Il est bientôt posé sur ses supports, à gauche et à droite. Dernière descente, dernier secouage, et le monstre est en place, posé sur ses supports. Là, mon moteur est supporté à l'avant, mais pas à l'arrière, derrière la boîte. Pour pouvoir installer ce qui sert à tenir l'arrière de la boîte, il faut que je lève la voiture. Et vu que là, pour l'instant, l'arrière de la boîte est tenu par le cri qui est posé au sol, un support transversal pour tenir mon moteur soulevé. Cale en métal, traverse taillée à longueur, je libère le V12 de ses chaînes. Je lève l'arrière au max avec le cri et strappe le machin. Hop, c'est bon.
le moteur tient bien, la voiture est bien calée en hauteur, on va pouvoir s'occuper d'attacher le stuff à l'arrière. L'arbre de transmission, un enfer. Je dois lever une roue arrière pour le tourner, et comme ça, j'aligne une marque de burin que j'ai effectuée au démontage. Et je resserre à la même place. Je tourne roue levée pour changer de boulon, et redescends pour empêcher la rotation, afin de bloquer l'écrou. Je vous épargne les profanités quand j'ai serré la commande de boîte avec la vis la plus inaccessible de l'humanité, puis la rotule, puis le capteur de vitesse. Alright. Tous ces composants devant moi, c'est la suspension très sophistiquée concoctée par les ingénieurs pour un grand confort. L'ensemble moteur-boîte est suspendu par un ressort. Du grand art mécanique, mais cette butée en caoutchouc est foutue. J'en ai des neuves, et je consulte le grimoire pour me remémorer le montage. Il faut comprimer le ressort pour pouvoir monter l'écrou, d'où ce montage ingénieux en cale de bois. Et là, c'est le blackout. J'ai pas réussi à filmer sous la voiture. Alright, de retour pour visser le reste du support de boîte. Voilà, ça ressemble à ça les petits curieux. Du coup, tout est soutenu, j'enlève les sangles. J'ai des tôles qui vont sous la voiture. Tordu, je redresse tout ça. Ok, on est pas mal par rapport à l'autre. Hors caméra, j'ai trié absolument toute ma visserie. Ça devient super facile de savoir quelle vis va où. Pour mes tôles, c'est ces vis là, dans la bouteille avec du White Spirit. J'ai fait des trous dans le bouchon et je ressors des vis toutes propres. Mes tôles sont remises, un plan super intéressant de la remise du carter de convertisseur. Et ça va être autour des tubes d'échappement, pas de montage d'échappement, et les écrous sont complètement difficiles d'accès, cardans et de rallonge. De l'autre côté, je reconnecte les câbles du démarreur, avant de glisser et visser le tube qui n'est guère plus accessible que de l'autre côté. Eh ben, c'était hardcore. Là, j'ai des raccords du circuit de clim, je remplace les joints toriques. J'ai bricolé un truc pour envoyer 8 bars avec le compresseur. Et ça fuit. Tu m'étonnes que le circuit avait plus aucune pression. Je suis allé à la boutique de mécanique agricole du coin. Ils m'ont sorti un tuyau d'une solidité redoutable. Shout out, Gaillard Agricole. Je reteste avec ma petite bidouille, fais monter le circuit de clim en pression, pas de fuite. Bon, je vais pas m'occuper de la clim tout de suite, mais c'est déjà ça. Et ensuite, j'ai remis bien les faisceaux électriques de chaque côté de la voiture. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'ai 12 bougies à monter. J'enlève toutes les anciennes, parmi lesquelles une était carrément fendue. Je check dans le bouquin l'écart de l'électrode. Là il donne un écart, mais c'est pour le moteur première génération. Dans le supplément, pour le moteur High Efficiency, j'ai la bonne valeur, 0,64 mm. Cale de 60 plus cale de 0,4, ça doit passer, en accrochant légèrement. Et c'était effectivement le cas sur chaque bougie. Les instructions, checker l'écart, serrer à la main, sur les bougies à chanfrein on sert d'un 16e de tour, sur celle à rondelle on sert d'un demi, 2/3 de tour. Non homologué pour les engins volants. Je souffle chaque trou de bougie et m'assure de la propreté des portées. Un peu de graisse cuivrée vu que c'est haute température. Je visse à la main 3-4 tours pour être sûr de ne pas avoir engagé la bougie de travers. Et je bloque avec la clé à bougie. Elle a un bras de levier très court donc impossible de trop serrer. Génial. Je peux installer le faisceau d'injecteur dans le creux du V. Je remets la tourelle d'accélérateur et le plat de résistance, un plat de spaghetti, ce distributeur d'allumage et ses 12 fils de bougie. Ça se rhabille doucement. Les collecteurs d'admission, que je nettoie, surtout le plan de joint. Et je vais refaire des joints, justement. Tout commence avec une bille, que je martèle pour faire un trou. Et ainsi de suite, avec une vis dans chaque trou, je découpe le tour en douceur. Et l'intérieur, et un beau joint tout neuf, un. Et de deux. Là, j'ai 2 grosses durites d'air bien souples, no problème. Mais les durites d'essence font grave flipper, et constituent un réel risque d'incendie. Les durites sont maintenues dans des anneaux métalliques, appelés férules. Je n'ai d'autre choix que de les découper, en étant très prudent de ne pas toucher le tuyau. Tournevis, pince, cutter, finalement, j'en viens à bout. Je mesure un diamètre de 8, installe un tuyau de 7, qui sera donc bien serré, avec des colliers de ce type qui sert mieux que cela sur les petits diamètres. Le tuyau de retour d'essence au réservoir à remplacer également. Je passe un coup de soufflette, nettoyant frein, essuyage, surface sèche et dégraissée. Un voile de pâte à joint sur chaque face des joints. Je peux remettre mon collecteur et le serrer. Ce tuyau sert à relier les collecteurs gauche et droit pour équilibrer leur pression. Il est également doté d'un petit T pour le recyclage des vapeurs d'essence du réservoir. Un tuyau tout dans le fond de la baie moteur. Collier serré, ainsi que sur le collecteur d'un côté. De la même manière, j'ai monté le collecteur droit. Waouh, c'est tout de suite vachement plus beau. Bon sang, c'est une vraie œuvre d'art ce moteur, mamma mia. Damn bro. Je remets la bobine d'allumage. Et là, on va passer au tuyau de vide branché sur l'admission. Avant les micromoteurs électriques, le vide actionnait énormément de choses via des diaphragmes. Par exemple, celui-ci va à la boîte de vitesse. Je coupe l'extrémité légèrement endommagée, insère un coude, contrôle que la conduite de vide garde le vide en aspirant et en bloquant avec la langue. C'est nickel, je rebranche.
Et c'est que le début, regardez-moi tous ces machins. Heureusement, j'ai noté le branchement de chaque tuyau au démontage. Celui-ci, c'est la capsule d'allumage. Throttle body côté A en haut, throttle body côté A en bas. Enfin bref, je rebranche tout ce bazar. Là j'ai un souci, ça touche le ressort d'accélérateur, le fameux throttle body. Je réorganise propre, ça ne touche ni l'échappement, ni les pièces mobiles. Nice. On va passer à un gros morceau, la rampe d'injecteur, qui constitue un réel danger d'incendie. Pour rappel, là-dedans il y a plus de 2 bars de pression d'essence. Je dois tout remplacer. Je coupe les anneaux métal, coupe le vieux tuyau et ça sort. Allez, je dois encore faire ça 24 fois. Même si c'est vrai que sur la fin j'ai gagné en rapidité avec la technique de la tenaille. Injecteur sans tuyau. Sur les injecteurs, je retire le capuchon orange avec son joint. Et en haut, avec une vis à bois, j'arrache le microfiltre, x 12. Les injecteurs sont tout nus, je les branche sur un fil et à l'aide d'une batterie 18650, je peux vérifier qu'ils cliquent bien. On voit l'aiguille bouger. Cette aiguille minuscule laisse passer ou non l'essence sous pression. Elle est très fragile, donc je remets des capuchons neufs qui la protègent avant de faire une bêtise et de tordre une de ces aiguilles. Comme d'hab, nettoyage, essuyage, et j'ai utilisé une rondelle qui va bien pour insérer les capuchons neufs. Et je les laisse dans le bac à ultrasons à vibrer tranquille. Pendant que je déballe le kit, je pose une férule sur chaque téton, applique du WD et enfonce chaque tuyau fermement. C'est plus facile que ce que je pensais. Cool. Pour m'assurer que les injecteurs soient nickel, je les ai remplis de WD, branchés, mis sous pression, et je contrôle le jet. J'ai fait ça dans les deux sens pour complètement chasser les impuretés. Je sais que c'est pas une technique officielle, mais en tout cas, ça a bien servi. Sur certains, j'ai dû le faire 3-4 fois, et je les ai vraiment vus retrouver la forme. Super, je peux installer les filtres neufs, on n'oublie pas les brides, et les injecteurs se montent comme les tuyaux. Plus qu'à installer les petits joints, et montage. Il faut trouver quel fil passe au-dessus ou en dessous. Réussir à mettre chaque injot dans son trou, en sachant que quand tu les mets d'un côté, ils ressortent de l'autre, et que les tuyaux sont élastiques. 24 écrous, 24 rondelles. Chaque bride vient comme ça, et compresse l'injecteur dans son siège. Le creux du V se remplit. Encore plus avec le compresseur de clim. Il reste un tout petit peu de place ici pour mettre les raccords de pression. Et dans ce minuscule espace, relié à un tuyau de vide, le poumon qui gère le régulateur de vitesse. Enfin, pas sûr que ça marche après tant d'années. Je remets ce tube de vide, encore un, avec des durites neuves. Mazette, ce moteur est bien rempli. Devant, il manque encore plein de choses, comme par exemple ce bazar avec ses durites toutes craquées. De la graisse cuivre, des durites silicone neuves. Les colliers bien en place, en dessous de la lèvre des tubes. Je serre jusqu'à ce que le collier ne puisse plus bouger du tout. Ok, le câble d'accélérateur, je le passe, connecte le micro-switch du kickdown. Ah, c'est galère, je repasse le câble, serre, engage l'extrémité. Je vérifie que le câble ne maintient pas la poulie dans une position légèrement accélérée et qui permet d'atteindre la pleine accélération quand j'écrase la pédale. Maintenant, relions la poulie au papillon d'accélérateur sur les collecteurs. Des petites tringles à rotule, un côté poulie et un côté... c'est pas le bon axe là. Idem à gauche. Superbe. La cinématique de cette tringlerie d'accélérateur est admirable. Il y a un réglage à effectuer, au jeu de cale entre le papillon et le corps de l'accélérateur. Il s'effectue en tournant la tige, elle est filetée à gauche d'un côté et à droite de l'autre. En la tournant, on fait varier la longueur de l'ensemble. Et on bloque les rotules par contre-écrou. Je vous parlais du kickdown switch, c'est cet interrupteur. Regardez, j'accélère, vraiment à fond. Et si je pousse encore un petit peu plus, c'est la gaine du câble qui bouge et un creux déclenche l'interrupteur qui fait rétrograder la boîte. Avec mes joints faits maison, je remets ma boîte à air et je rajoute des colliers, je veux pas de fuite de vide. Voici le tuyau qui maintient le carter d'huile en dépression. Le caoutchouc fait un S, le capuchon est bousillé et le tuyau est quasi bouché. C'est bien mieux comme ça, et ça va grandement arranger les fuites d'huile. Ce cylindre fait partie du circuit de climatisation. Il est relié au circuit d'essence. Cela permet de la refroidir avant qu'elle retourne au réservoir. Nouveau joint torique pour la clim. Et là, je suis vraiment teubé. J'ai cassé le raccord d'essence en serrant mon raccord de clim. Oh, la galère, c'est une pièce qui coûte cher ou qui est introuvable ça. Heureusement, j'ai réussi à rebraser proprement un morceau de tuyau. J'avais tellement honte, j'ai fait ça hors caméra. Raccord essence et raccord de clim. Cette fois, pas de bêtises. Boîte à air droite. L'assistance de freinage utilise le vide du moteur pour soulager l'effort à la pédale. Encore une belle durite à remplacer. Équipée d'une valve qui marche correctement. Cette valve permet à un réservoir situé dans l'aile avant droite de conserver une réserve de vide. L'avant, 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 on veut l'avant, il manque encore plein de trucs. Je souffle le radiateur d'huile, redresse les ailettes tant que j'y suis. Pour le serrer, il faut une clé à molette de Big Boy. La poulie. Ici on a l'allée et le retour d'huile de boîte qui est refroidi dans le radiateur d'eau à l'avant.
C'était installé avec des durites pourries, gainées de métal. Mouais. Tendeur, alternateur, un autre tendeur, pompe de direction assistée, le vase d'expansion, et je peux remettre les courroies qui sont très chiantes à tendre. Courroie tendue, je bloque chaque vis de fixation. Courroie de pompe à eau et direction assistée, ventilateur, il va me rester la courroie de clim. Mais je ne savais pas la longueur pour commander, donc je mets un fil de fer que je vais ensuite mesurer. Allez, le ventilateur moteur, avec des écrous super accessibles, un bonheur à serrer. C'est un ventilateur qui s'embraye automatiquement lorsque l'air chauffe. Je peux mettre son carénage, et nom de Dieu, il passe pas le carénage. Ah, faut que je redémonte. C'est carénage et ensuite le ventilateur. Ah, il me restait une durite à faire passer là-dessous, et deux au-dessus. Radiateur moteur, je redresse les ailettes, et le souffle. L'air va bien passer là-dedans. Il y a des lamelles en caoutchouc pour protéger le radiateur du carénage. Vu qu'il en manque une, je fends une durite que je glisse dessus. Et le radiateur se glisse dans ses plots en caoutchouc. C'est plutôt étroit. Et la traverse supérieure maintient le dessus. Le radiateur de climatisation maintenant, aussi appelé condenseur. Ah mince, la traverse me gêne, faut que je la redémonte. Je glisse le bazar et la remonte. Et me voici avec peut-être le tuyau le plus important du système de refroidissement. Il est débouché, sauf cette extrémité. Je gratte, mets du dégrippant, un fil de fer dans la perceuse. J'ai fait du progrès avec cette technique, mais j'ai finalement été obligé d'écraser le tuyau à la pince. Cela a cassé l'antigel qui était cristallisé dans le coude. C'est à présent complètement débouché, et ça m'a vraiment pris 20 plombes. Ce tuyau se visse au sommet du radiateur avec une vis banjo. Il est relié à tous les points les plus hauts du circuit de refroidissement. Bouchon de remplissage, sommet du thermostat. Il sert à la purge des bulles d'air du circuit, et vu qu'il arrive au fond du vase d'expansion, l'air chassé est automatiquement remplacé par du liquide. Vu comme il était bouché, impossible que l'ancien moteur ait été correctement rempli d'eau. Ce qui explique peut-être pourquoi il a surchauffé et serré. Super, j'ai la courroie de clim. Pour la faire passer, un vrai casse-tête chinois. J'ai dû enlever celle de direction assistée et la faire passer autour du ventilateur pour enfin la mettre en place et remettre aussi le reste. Des relais prennent place sur la traverse, ainsi qu'une seconde bobine. Ce moteur a beaucoup de cylindres, un fort taux de compression. Une bobine ne suffit pas, une deuxième est montée en parallèle. Son électrode centrale n'est reliée à rien du tout. C'est étonnant, mais ça fonctionne. Bon, si j'en suis à changer le filtre à huile, c'est que je suis pas mal avancé. Oh, le crasseux. C'est cool, le filtre est monté vers le bas, je peux le pré-remplir. Je lubrifie le joint, nettoie la portée et le visse, à la main, plus un quart de tour. Je remplace le joint du bouchon de vidange, réinstalle les roues et descends la voiture. En 2 étapes car mon cri ne lève pas très haut. Avec le poids du moteur, la suspension est vachement plus souple. 2 beaux filtres à air, je cale, il tombe. Oh là là, même les filtres à air, c'est chiant là-dessus, j'y crois pas. Ok, faut le caler en bas, glisser le machin, galérer, et éventuellement, on finit par y arriver. Sonde de température d'air à rebrancher, et je vais remettre de l'huile dans le moteur. Sur ce moteur, c'est 12 litres, une folie, 2 à 3 fois plus qu'une voiture lambda. La boîte de vitesse aussi, c'est un premier remplissage qui sera à refaire après démarrage. J'ai aussi du liquide de direction à remettre, le bouchon est enterré là-dessous. Et enfin, le liquide de refroidissement. Concentré à diluer à 1/3, donc j'en mets 5 litres et 10 litres d'eau pour commencer. Je remets la batterie, je débranche la bobine, car je ne veux pas que mon moteur commence à pétarader avant que la pression d'huile ne soit établie. J'enclenche le contact, la pompe à essence tourne, la rampe se met en pression, pas de fuite à déclarer. Je suis en parc, j'actionne le démarreur jusqu'à ce que le voyant de pression d'huile s'éteigne. Mince, c'est vachement long. Bon, au final, je me suis excité. J'ai rebranché la bobine, ça a démarré. Aucun problème de pression d'huile, elle s'est établie quasi instantanément. Quelle beauté, elle tourne. Je suis super stressé, tremblant, excité, j'ai peur de tout casser. Ça fume, ça pue. J'ai dû compléter le niveau d'huile et 3-4 fois celui de la boîte. Et là, j'avais plus de mémoire pour continuer à filmer. C'est le blackout. Alors que j'ai installé les conduites d'échappement, Alexandre passe me voir. Alors PL, tu penses que ma voiture roulera ce soir ? 100%, je vais juste avoir besoin de ton aide, pour remettre le pare-choc ainsi que le capot. La nuit s'est installée, le pare-choc et le capot aussi. Voiture complète, on va pouvoir rouler, mais elle refuse d'avancer. Niveau d'huile de boîte, et elle refuse encore d'avancer. On refait le niveau d'huile de boîte, et enfin elle se déplace, par ses propres moyens. C'est parti, on va fêter ça dans la ville voisine. La voiture roule à travers la nuit, et je la découvre en mouvement. Du jeu dans le train avant. Tac, 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 tac. Un chuintement au niveau du différentiel. Chut. Mais sinon, pas de soucis, c'est royal comme voiture. On fête ça, et à chaud, la voiture refuse de redémarrer, et de nous ramener. À 3h du matin, en train de lever le pouce pour pouvoir rentrer.
Le lendemain, j'avais remis tous mes outils dans ma bagnole pour rentrer chez moi. La mission